Alors bonsoir à tous, merci d'être venus en nombre à cette soirée qui va avoir pour objet une discussion avec Jacques Ferrier à l'occasion de la sortie de son nouveau livre La ville machine. Cette soirée est co-organisée par Sorams et la Maison de l'Architecture Occitanie-Méditerranée. Jacques Ferrier, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense que tout le monde vous connaît. Jacques Ferrier, vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez démarré votre carrière en 1993, architecte associé donc de l'agence Ferrier Marketing Studio, 2 agences, une à Paris et une à Shanghai. Des projets internationaux. On peut mettre comme jalon peut-être le pavillon de l'exposition internationale de Shanghai en 2010, qui marque peut-être une certaine aura internationale et puis peut-être le début d'une approche un petit peu plus théorique. À Montpellier, on connaît tous la Mantilla, 2015, et plus récemment, l'hôtel de région Île-de-France, donc en 2020. Je ne vais pas non plus citer l'ensemble des distinctions que vous avez pu avoir, mais peut-être, parce que ça se fait, chevalier des arts et des lettres et chevalier de l'ordre national du mérite. Et ce soir, nous allons discuter donc de votre nouveau livre, sorti très récemment, La ville machine, se libérer de l'emprise technologique. Alors, globalement, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il part d'un constat, ce livre. La ville est un milieu de plus en plus vulnérable et dépendant de ce que vous nommez, et ça on y reviendra, infrastructure, qui est un terme qui, en tout cas dans vos mots, est plutôt polysémique. Et on aura l'occasion d'y revenir. Alors dans un premier temps, vous dressez une approche historique de la ville par le prisme de la technique, l'industrialisation et l'uniformisation d'une ville fabriquée en grande partie par les ingénieurs, avec dans l'idée aussi que les architectes se sont raccrochés à cette ville, un petit peu après coup, les modernes, et de savoir un petit peu comment nous aussi, architectes, comment ces architectes et comment nous, architectes, finalement, on s'insère dans cette ville. Cette technique, vu que c'est une approche historique, viennent les désillusions, voire les chocs provoqués par Hiroshima et Nagasaki. Et ça a été peut-être un petit peu le tournant de la technique où on est passé finalement quelque part d'un état un peu naïf à quelque chose d'un petit peu plus désabusé, à se dire finalement la technique n'est pas que progrès, elle peut être aussi source de désastre. Dans un premier temps, peut-être, on pourrait s'arrêter sur cette approche historique, peut-être que vous nous donniez un petit peu plus de précision et voir aussi comment vous, en tant qu'architecte, vous vous insérez dans cette historicité. Merci, bonsoir. Et merci Damien pour cette introduction. Un grand merci à la Maison de l'Architecture pour cette invitation et à la librairie Sorams pour avoir co-organisé cet événement. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous Damien et après aussi avec vos questions. Donc sur l'histoire, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ces rapports entre la fabrication de la ville, la fabrication de l'architecture et toute la sphère technique. Avec comme toile de fond les enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux d'aujourd'hui, on y reviendra certainement, le climat, l'environnement, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure aussi, une sorte de désillusion, notamment marquée par la crise sanitaire, sur la grande ville. Les relations avec la technique, elles se sont inversées dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au départ, la nature est l'ennemi, et la nature elle est imprévisible, elle est violente, et la ville s'est fabriquée contre la nature. Et le moyen, ça c'est le développement technique. Donc, si vous prenez la ville occidentale, en tout cas telle qu'elle se développe à partir du Moyen-Âge et à la Renaissance, vous aurez été bien surpris de voir qu'on puisse faire la critique de la ville, l'éloge de la nature et la critique des moyens que l'on se donnait pour faire en quelque sorte un refuge contre tout ce qui était extérieur à la ville et qui faisait peur. La forêt, la nuit, les brigands, les loups, le climat, les orages, etc. Ensuite, il y a la montée en puissance de la technique. Certainement, vous citiez l'industrialisation, certainement que le 19e siècle est un moment de bascule. Et de servante, la technique est devenue en fait la maîtresse de nos destins urbains et de plus en plus finalement celle qui était aux commandes de la fabrication de la ville. C'est pour ça que j'explique que au XXe siècle,
la ville technique, ce que j'appelle l'infrastructure, les réseaux de transport, tout l'environnement technologique d'énergie, de climatisation, etc., a tellement pris le dessus que petit à petit, les citadins, les habitants ont l'impression de plus vivre dans une ville-machine qui cadence leur quotidien, qui impose son rythme, plutôt que dans une ville, une cité humaniste qui fixerait des objectifs qui sont le vivre ensemble, qui sont justement peut-être le rapport avec la nature. Alors juste sur ce point d'histoire, mon point de vue, c'est par rapport aux questions d'aujourd'hui, puisque ça s'est inversé, la nature est menacée et c'est la ville qui est la menace. Il n'y a jamais eu, à mon avis, d'harmonie, de temps idéal, d'harmonie ville-nature. Ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que le programme de la ville, c'est le programme du philosophe Descartes qui dit il faut se rendre maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que le programme de la ville, par essence, c'est en fait d'être autonome par rapport aux surprises et à l'indisponibilité de tout ce qui est naturel. Donc, le programme d'aujourd'hui de se réconcilier avec la nature, on va en parler, notamment à cause de l'environnement, c'est pas du tout revenir à quelque chose, c'est pas du tout une nostalgie, mais c'est un vrai programme nouveau, c'est une vraie création, parce qu'à mon avis, une ville qui soit en empathie avec son environnement, ça n'a jamais existé. Donc c'est pas une position nostalgique, c'est au contraire fixer un programme à venir qui est tout à fait nouveau. Alors c'est pas un point de détail. Quelque part, ça traverse votre livre, mais en même temps, on pourrait le penser comme anecdotique. Vous vous attachez énormément à la question de l'air conditionné. Alors, on se dit l'air conditionné, c'est quelque chose finalement dans l'ensemble de la techné de la ville contemporaine, c'est quelque chose de totalement anecdotique. On pourrait citer plein d'autres points technologiques. Pourtant, à travers votre livre, vous allez toujours sur cet air conditionné, vous le nommez au début, vous le nommez au milieu et puis vers la fin, et vous l'appelez même climat intérieur. Donc ça rejoint finalement la notion de climat qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti. Et donc vous estimez que cet air conditionné est une sorte de climat intérieur. Alors comment finalement vous abordez, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de cet aspect technique qui finalement fait partie du quotidien de nombre d'urbains et qui peut-être pour vous tend à être quelque chose qui a une part prépondérante dans la technique, dans la technologie de la ville, dans la ville-machine. Oui, tout à fait. D'abord, ça part du vécu. Ça part, le livre commence par une anecdote. Je suis dans un hôtel et il se trouve, il fait bon, c'est le soir, il y a un jardin, donc on se dit, tiens, on va profiter du bruit, il y a une fontaine, on va sentir l'odeur des fleurs, etc. Mais, j'allais dire presque évidemment, parce que quand je raconte cette anecdote, beaucoup de gens l'ont partagée, on ne peut pas ouvrir la fenêtre de la chambre parce que l'air est conditionné et donc on se retrouve prisonnier de cet espace clos avec aucune possibilité d'ouverture sur l'extérieur. Mais là où ça va plus loin, c'est que tout ça en plus fait du bruit parce que dans votre chambre vous avez la clim, donc quand vous voyagez, une des premières choses c'est de trouver le bouton, il faut espérer qu'il y en ait un pour couper la clim, et quand vous coupez la clim, c'est ce que je raconte, il y a encore du bruit, parce que de toute façon, si vous êtes dans une ville américaine, une ville asiatique, etc., vous êtes entouré de machines à conditionnement d'air, donc vous vivez vraiment dans le vrandissement de toutes ces machines. Donc ça m'a vraiment frappé, parce qu'on retrouverait la même expérience dans un bureau à la Défense. On trouve ça un peu partout. Donc dans le vécu, il y a une vraie frustration par rapport à ce qu'avec Pauline Marchetti nous avons développé, c'est-à-dire l'idée de la ville sensuelle, c'est-à-dire une ville où les sens, où on prend la question des sens au sérieux, et où au contraire, on a envie d'ouvrir la fenêtre, sentir les odeurs du printemps, entendre la rumeur de la ville, etc., etc. Pourquoi j'ai mis ce point en avant? C'est que l'invention de la climatisation, c'est 1901. Enfin, il y a toujours des systèmes anciens, on peut remonter jusqu'à l'Égypte, etc. Mais enfin, disons, l'invention de la climatisation mécanique, c'est Carrier, un Américain, qui invente ça en 1901. Et comme vous l'avez dit,
ça vient à la suite d'une série d'inventions assez compactes, c'est assez fascinant. L'éclairage électrique, l'ascenseur, le téléphone, si vous ne pouvez pas faire d'immeuble à étage, si vous n'avez pas de téléphone, etc., qui en l'espace de 30 ou 40 ans vont faire du bâtiment vraiment un objet technique. Mais la clim, ça va plus loin parce qu'elle va permettre aux architectes de se couper de l'extérieur. Et pour moi, le point d'origine de l'architecture internationale, c'est vraiment la climatisation. Ce ne sont pas les discours des architectes qui, en quelque sorte, vont venir au secours de la victoire des ingénieurs et monter dans le train 20 ou 30 ans après, mais c'est le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technique permette de concevoir des bâtiments indifférents au climat, que vous soyez à New York, à Paris ou à Tokyo, et d'où petit à petit cette incroyable prolifération d'immeubles tous identiques, de façades rideaux, etc., qui vont finir par produire des villes sans qualité. Donc tout ça, ça part, à mon avis, plus d'un fait technologique que d'une esthétique ou qu'une idéologie d'architecte qui est venue 20 ou 30 ans plus tard, dans les années 30-40, pour finalement emballer, disons, emballer culturellement quelque chose qui était déjà là et assez inéluctable. Alors, on a pas mal d'étudiants en architecture dans la salle. Je pense qu'ils ont envie aussi de savoir, et là on va aller un petit peu au-delà du livre, vous en tant qu'architecte, vous avez une agence, vous faites des projets de partout dans le monde, on vous demande de mettre de l'air conditionné, on vous demande de mettre de la climatisation. Quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en place qui ont permis de s'affranchir justement de ces normes internationales et peut-être de faire des bâtiments où on vit bien sans avoir toute cette débauche de technologie qui, on le sait depuis pas mal de temps, mais sont générateurs de gaz à effet de serre et ça va devenir de plus en plus problématique à l'avenir. Comment vous, en tant qu'architecte, vous vous placez et peut-être donner un exemple, ça peut être un petit exemple ou d'un bâtiment un petit peu plus important, comment vous, en tant qu'architecte, vous avez pu développer des dispositifs innovants qui permettent de se passer justement de ce fameux air conditionné. Alors, il y a vraiment une question d'échelle. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la façon de concevoir, il y a vraiment une question d'échelle. C'est-à-dire, nous, on n'est plus dans des bâtiments qui ont une certaine taille. Et donc, je voudrais dire que sur des beaucoup plus petits bâtiments, je pense à des maisons, il y a aujourd'hui des tas de concepteurs qui font des expériences formidables, tant au niveau des matériaux, de la ventilation, etc., pour se passer des artefacts techniques. C'est beaucoup plus compliqué sur les bâtiments qui ont une certaine échelle, et donc notre approche, ce n'est pas de dire on va se débarrasser de la technique, parce que sur, je sais pas, je veux dire, un palais de justice, une université, etc., pour l'instant, c'est pas acceptable, ça c'est clair, c'est pas recevable. Donc en fait, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est de demander davantage à la technique, c'est-à-dire qu'elle soit là, qu'elle passe quelque part en arrière-plan et qu'elle puisse permettre d'autres pratiques. Très concrètement, c'est quoi? Nous avons fait le siège il y a 3 ans de la métropole Rouen-Normandie, donc à Rouen en bord de Seine. Donc, on a forcément un système de ventilation et de climatisation mécanique parce que le projet n'aurait pas été acceptable, mais en même temps, toutes les fenêtres s'ouvrent. Et là où on demande plus à la technique, c'est-à-dire un bâtiment de bureau, il faut en fait beaucoup plus le refroidir que le chauffer, à cause des ordinateurs, de la présence, etc. Les fenêtres s'ouvrent, la nuit, c'est un système automatique qui ouvre toutes les fenêtres du bâtiment. Les fenêtres sont placées en vis-à-vis, il y a un patio au cœur du bâtiment, et donc on crée un courant d'air traversant qui refroidit le bâtiment. Il n'y a pas de faux plafond. Le faux plafond, c'est les plafonds suspendus qu'on rajoute dans les pièces. Les dalles de béton sont laissées à nu, stockent le frais, et le matin, les utilisateurs ont un sentiment de fraîcheur. Les fenêtres se referment automatiquement, mais tout un chacun dans son bureau peut ouvrir sa fenêtre, et là il y a un petit capteur qui dit la fenêtre est ouverte, donc on coupe la ventilation mécanique, pour pas, comme on dit, chauffer les oiseaux. Donc, je pense que pour les grands bâtiments, la solution c'est des systèmes hybrides, qui demandent à la technique de relayer de temps en temps, mais qui laissent ouvertes des possibilités qu'on n'avait pas avant. Très concrètement, pour rester sur mon anecdote, ouvrir la fenêtre. Et qui laisse la voie à une autre innovation.
et qui sont fait des démarches innovantes et pas excluantes. C'est-à-dire, c'est pas contre la technique, c'est une autre façon d'utiliser la technique. On va partir sur un autre sujet qu'on peut trouver dans votre livre, c'est notre dépendance à l'objet. Alors, si j'ai bien compris, vous me dites qu'on est de plus en plus dépendant à l'objet. Alors, c'est un peu paradoxal parce que, à l'ère de la dématérialisation, on pourrait croire que finalement, on n'a plus besoin d'objets, tout est dématérialisé, finalement, on est un peu libre de tous ces objets qui nous contraignaient. Et vous nous dites, mais non, notre dépendance tend à s'accroître. Ça peut paraître paradoxal. En quoi notre dépendance tend à s'accroître, sachant que les objets tendent à se réduire et peut-être être un peu des tout en un. Quand on voit finalement les objets qu'on a avec nous, ils font tout et n'importe quoi aussi. Ça c'est vrai. Mais dans cette dépendance à l'objet, quand l'objet tend finalement à disparaître, comment on peut en être encore plus dépendant? Alors pourquoi je relie la présence des objets à la technique? C'est-à-dire là on est vraiment dans le 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'il y a un siècle. Donc quand je me suis penché sur la question, j'ai trouvé des analystes, des gens qui font l'histoire du design. En Europe, la plupart des gens, enfin en tout cas des gens, je dirais, ordinaires, pouvaient faire mentalement la liste de tous les meubles et objets qu'ils possédaient. Parce que c'est effectivement quelque chose de très réduit, il suffit de lire la littérature, ou même au début quand Giono, qui est un auteur que j'aime beaucoup, décrit la campagne, il l'a décrit lui il écrit dans les années 40, mais il l'a décrit au début du XXe siècle, on voit bien la frugalité des campagnes françaises, et à un moment donné, le nombre des objets explose au nom du confort, qui est un mot qui a été inventé par les Anglais en 1850. Pourquoi, nous disent les historiens, a-t-il été inventé par les Anglais? Parce que les Anglais, ce sont les pionniers de l'industrialisation. Donc ils ont des usines, ils fabriquent des objets en série, les gens n'ont pas besoin d'objets, ils en ont très peu. Donc il faut bien créer le besoin de l'objet, et ce besoin c'est le confort, qui effectivement est une idée à laquelle on souscrit, un réfrigérateur, une machine à laver la vaisselle, etc. Beaucoup plus de meubles, parce qu'ils sont fabriqués en série et il faut les écouler. Ensuite, il y a d'autres principes, enfin on ne va pas faire tout l'historique de ça, mais il y a le principe quand même qui est théorisé au début du XXe siècle d'obsolescence, puisque les théoriciens du capitalisme disent mais si les objets durent, ben les gens ne vont pas les renouveler, donc il faut que les objets ne durent pas et que d'une façon ou d'une autre, on provoque leur obsolescence pour que cette technique de fabrication qui ne cesse de se développer puisse trouver un marché. Et on arrive quand même depuis les années 50, si on reste dans la littérature, là je penserais plutôt à Georges Perec, avec les choses, à une survalorisation et un envahissement des objets qui réellement nous encombrent, qu'on ne peut pas s'empêcher d'acheter, mais qui réellement nous encombrent. Et je cite une phrase de Maldonado qui dit « Il est aujourd'hui plus facile de fabriquer un objet que de s'en débarrasser ». Je ne connais pas la situation à Montpellier, mais il y a beaucoup de villes aujourd'hui en France où les déchetteries sont saturées et n'arrivent plus à absorber les déchets, à les recycler, etc. Il y a un vrai problème. On en vient à votre question qui est intéressante, c'est le digital nous vend le moins d'objets. Bon, je souris parce qu'il y a 20 ans, on nous avait vendu ce qu'on appelait le paperless office, c'est-à-dire en supprimant le fax, etc., dans les bureaux, il n'y aurait plus de papier. En fait, on a beaucoup de machines électroniques. Moi, il me semble qu'on a toujours beaucoup de papier. Et ensuite, les objets digitaux continuent, il me semble, à se multiplier, mais ils introduisent une dimension beaucoup plus inquiétante et beaucoup plus stressante. C'est que ce sont des objets maintenant qui vous sollicitent. C'est-à-dire qu'avant, l'envahissement des objets que je critique, il était de l'ordre de l'encombrement. Donc c'est l'envahissement d'objets qui finissent par vous étouffer parce que vous en avez trop chez vous, mais à la limite, c'est vous quand même qui les actionnez, alors qu'aujourd'hui, la nouvelle dimension avec l'objet digital, c'est l'objet qui vous sollicite sans cesse. Le smartphone en est un exemple, mais on a tous à l'esprit de beaucoup plus d'objets
qui aujourd'hui sont dans une relation comme ça, d'échange avec l'utilisateur. Et ça, toutes les études montrent que c'est un stress. Et un dernier point de stress sur les objets contemporains, c'est que ce sont des objets sur lesquels on n'a plus de prise. Je ne parle même pas de les réparer, mais on n'a même plus la lisibilité de leur fonctionnement. Il suffit de penser à des objets, je ne sais pas, un moulin à poire. Voilà, un moulin à poire, on comprend ce qu'est un moulin à poire. Aujourd'hui, les objets électroniques qu'on a dans la maison, on a pour la plupart plus la moindre idée de comment cela fonctionne. Donc, le digital ne nous débarrasse pas des objets. Le digital amène une dimension supplémentaire que je trouve très invasive et qui me paraît à terme poser problème, puisque là, la technique devient au plus... On a parlé de la climatisation, tout ça, mais là, on est au plus près de l'intimité des gens, parce qu'on est vraiment dans leur chambre à coucher. Si je vous comprends bien, finalement, l'objet qui avant envahissait l'espace, envahit maintenant notre esprit quelque part. Exactement. Alors, encore sur cette question de l'objet, parce que là, on a beaucoup parlé de l'espace domestique finalement, le chez-soi. Mais est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur la question justement du digital, et là on rentre dans le digital. Est-ce que vous pensez que le digital va avoir un impact important? C'est un peu le débat aussi actuel, un des débats dans l'urbanisme. Est-ce que le digital va avoir un impact très important dans l'espace public? Est-ce qu'il l'a déjà, peut-être? Est-ce qu'il a déjà transformé l'espace public? Vous en parlez un petit peu dans votre livre. Est-ce que c'est à venir? Et de quelle manière? Comment, finalement, on va faire un petit peu d'anticipation. Comment vous voyez cet espace public avec l'interaction, justement, avec tous ces objets numérisés qui nous demandent beaucoup, qui font beaucoup d'interactions, mais des interactions, finalement, qui sont plus tout à fait les mêmes. Donc l'espace public se transforme. Et à votre avis, de quelle manière, et peut-être en anticipant un peu, comment voyez-vous la ville? Non, mais l'espace public, je dirais en préalable, est très résistant. On le voit ici ce soir, l'ambiance super de la halle, le tropisme. Donc les gens ont envie d'être ensemble, les gens ont envie d'être en plein air, d'être dans une grande halle. Il est très résistant, voilà, parce qu'il ne faut pas être toujours dans le pessimisme. Souvent, je dis qu'en fait, ce qui va justifier le rôle des architectes, de tous ceux qui contribuent à dessiner des espaces, c'est vraiment de prendre soin de l'espace public. Je pense que si un rôle légitime reste, c'est vraiment celui-ci. Mais l'espace public, effectivement, il est quand même mis en question. Il est mis en question par le digital. Je prends simplement la rupture de continuité spatiale, c'est-à-dire que l'espace public, pendant longtemps, a été un continuum physique organisé qui vous permettait je pense à Paris, d'aller du Louvre à la place de l'Opéra, il y a une perspective, etc. Aujourd'hui, avec le système digital, évidemment, Google Maps est équivalent, le GPS, j'ai oublié la date, je cite les dates de toutes ces inventions, elles sont incroyablement récentes. Le GPS, Internet, etc. Le tournant des années 2000, on va dire. Ah oui, c'est vraiment, tout ça c'est en 20 ans. Il est clair que ça affranchit le citadin, ça affranchit petit à petit le citadin d'avoir une lecture spatiale de la ville, puisqu'il va en avoir une lecture digitale et aller d'un point à l'autre. On ne peut pas imaginer que ce n'est pas de conséquences. Il va y avoir forcément, à un moment donné, des conséquences. Donc les espaces publics vont être des espaces où on y a réfléchi quand on a été pendant des années conseil des futures gares du Grand Paris, de ce que voulait dire un espace public. Donc un espace public, c'est pas un espace qui est public comme avant par voilà, je pense à la place de la Comédie ou autre, par sa configuration spatiale qui dit je suis un espace public. Un espace public aujourd'hui va devoir être public par les activités qu'il propose et le désir d'y aller qu'il va susciter. Mais ça peut être peut-être dans un supermarché, ça peut être ici dans une ancienne camp militaire. Ça va quand même changer. Donc je crois qu'on travaille beaucoup sur cette idée du corps de la ville. Il faut continuer à mettre l'expérience physique de la ville au premier plan, d'autant plus que les outils digitaux tendraient à nous faire croire qu'on peut s'affranchir de cette expérience du corps dans la ville. Ce qui, à mon avis, là pour le coup, va aller forcément dans une impasse, par rapport justement au plaisir qu'on a à jouir des espaces.
Alors, on va y rentrer un petit peu dans cette ville. Vous parlez que cette ville contemporaine est la ville du mouvement, voire de l'hyper-mouvement, du mouvement continu. On a besoin de toujours bouger dans cette ville. Par certains endroits, vous prenez le retour à un rythme plus lent. Vous parlez notamment de la marche, on en parle beaucoup effectivement, et on en parle beaucoup notamment dans les métropoles, et particulièrement à Paris. À Paris, où donc le Grand Paris finalement a structuré finalement son espace sur du grand réseau, et est venu Carlos Moreno, alors avec bien sûr ses chercheurs, en tout cas son équipe, et a commencé à parler de la ville du quart d'heure. Anne Hidalgo en parle maintenant un petit peu tout le temps, et on a l'impression finalement que cette ville qui devait être très grande doit devenir grande, mais dans une certaine proximité. C'est-à-dire que globalement, pour celles et ceux qui n'ont pas encore peut-être lu sur la ville du quart d'heure, globalement, c'est que en un quart d'heure, on puisse avoir globalement la plupart des services autour de soi, et que que la ville contemporaine, en tout cas la métropole, puisse avoir comme ça cette interaction de proximité. J'aurais bien aimé avoir votre impression là-dessus, sur la ville du quart d'heure, sur la notion de proximité, sur cette ville finalement qui est devenue tellement grande qu'on cherche à recentrer des proximités, des petites... Finalement, il y a quasiment une logique de quartier dans cette ville, avec un rythme plus lent. Mais comment ce rythme plus lent peut s'insérer dans cette ville machine? Oui, alors faut partir du contexte. Effectivement, comme vous le dites, je pense qu'un des aspects les plus oppressants de la ville machine, de la ville infrastructure, c'est cette injonction à bouger perpétuellement. Je suis sûr que c'est la même chose à Montpellier, mais en tout cas, toutes les grandes villes du monde, elles sont caractérisées par un mouvement brownien incessant de gens qui sont obligés de se déplacer pour aller à l'université, pour aller travailler, pour aller faire les courses, etc. En 68, on parlait de métro, boulot, dodo. C'était vraiment un constat d'une oppression temporelle. Peut-être que les architectes, on est quand même passé à côté de ça, parce que quand les architectes parlaient d'espace-temps, etc., c'était une espèce de spatialisation artistique. Là, on est vraiment dans le dur. Je disais que nous avons travaillé pour le Grand Paris Express. Quand on s'est promené dans des communes de banlieue, on voyait bien qu'il y avait une organisation sociale du temps. C'est-à-dire que cette oppression du transport, cette obligation d'aller très loin, elle est vraiment très mal vécue, surtout si vous avez à changer 3 fois de transport en commun, etc. Puisqu'il y a beaucoup de communes qui, pour l'instant, n'ont pas un accès direct au métro. Et aussi, pour revenir à un point d'histoire, c'est récent, puisque ça date, là aussi, à peu près de la fin du 19e siècle. Pas facile, parce que je cite l'exemple de Paris, je crois, où au départ, les édiles étaient contre ce mouvement, en disant « Oh là là, mais si les gens bougent, les ouvriers vont aller dans les quartiers bourgeois, etc. » Donc on est passé dans une ville qui était une ville très statique, à une ville où on est passé dans l'hyper-mouvement. Puis maintenant, il y a cette réaction. La crise sanitaire a fait découvrir à beaucoup, ça c'est vraiment par contre des expériences partagées, c'est-à-dire que ce ralentissement, notamment pendant les 2 mois de confinement, les gens par force ont redécouvert la ville à pied et se sont dit tiens, mais c'est quand même quelque chose de formidable, d'où le programme de la maire de Paris de mettre ça dans ses tablettes. C'est quelque chose de formidable de pouvoir marcher dans son quartier. Et donc là, on est dans le contraire du zoning moderne, où les grandes infrastructures découpent le territoire et on met des fonctions spécialisées aux 4 coins de la métropole, parce que si on est à pied, ça veut dire que dans son immédiat voisinage, il va falloir retrouver toutes les aménités, tous les services qui font partie du quotidien, ce qui est pas le cas, aujourd'hui. Donc je crois que là, il y a un vrai enjeu aussi. Il y a un enjeu social, c'est-à-dire que la ville où on ne bougeait pas, c'était la ville où socialement on ne bougeait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent sur ces sujets. Mais là, il faut se dire, c'est une ville, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la technique, où on a le choix de ne pas bouger, mais on a toujours aussi le choix de bouger. Parce qu'une fois encore, je pense que le choix de ne pas bouger revient, là par contre, sur un arriéré au niveau de la mobilité sociale, quoi. Donc tout va être vraiment dans le juste. Pour finir, sans vouloir faire de critique politique, mais c'est vrai qu'à Paris, je ne prendrai pas parti, l'obstacle aux voitures
qui est de plus en plus mis en place dans la ville de Paris hypercentre est vu comme un bienfait, et c'est vrai. Sachant qu'à Paris, c'est quand même 3 fois plus cher qu'en périphérie, c'est aussi vu comme une exclusion sociale de ceux qui n'habitant pas à Paris n'ont pas le ticket pour y circuler. Voilà, et je crois que ça pose bien le problème. Faut être là aussi très circonspect sur tout ça. On comprend bien, l'environnemental ne peut pas être décorrélé du sociétal. Exactement, et l'enfer est pavé, comme on dit, de bonnes intentions. Donc là, on est vraiment... Enfin, c'est ce qu'on reproche, pour parler de Paris, puisque c'est le débat public, c'est-à-dire que le curseur environnemental est en train de baisser par le curseur de mixité sociale. Je ne sais pas si c'est vrai, on le verra dans 3 à 4 ans, quand ces mesures seront mises en place, mais il y a un risque. On va venir finalement au sujet central un petit peu tard, mais c'est bien aussi d'avoir pris un petit peu comme ça le contact avec ce livre. Le sujet central finalement de votre livre, ça peut être assez difficile de le défendre, parce que souvent dans des livres comme ça, alors La ville machine, c'est un titre un peu choc, finalement on se demande, je vous cite, plutôt que de renverser le système technicien, il faut le transformer et utiliser son formidable potentiel à d'autres fins. In fine, vous renversez pas la table. Chose que des fois, quand on lit un livre, souvent c'est un petit peu fort, des théories, on renverse un peu tout, on veut faire la révolution. Là non. En fait, vous dites quoi? Il y a une technique, elle est installée. La ville, globalement, est objet technique et technologique. Et à l'intérieur de cette technique, à l'intérieur de cette technologie, on peut faire son chemin et on peut sûrement inventer un autre modèle, peut-être pas nouveau, mais un autre, peut-être divergent de la ville contemporaine future. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position là-dessus? Parce que finalement, quelque part, on pourrait se dire, en fait, il veut faire pareil. Il veut faire pareil que ce qui est. Vous l'avez un peu dit, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je m'appuie sur un concept qui n'est pas de moi, qui est du philosophe François Julien, qui est le concept de décoïncidence, et qui effectivement part du principe de dire que ces envies de révolution, etc., finalement, elles ne font pas bouger les choses. Dans les systèmes actuels, ils sont tellement autorésistants que l'idée de renverser la table, finalement, ça revient souvent à aller à la case départ, et qu'il vaut mieux essayer de créer un décalage, exactement comme vous l'avez dit, en sachant que le système est en place, il faut essayer juste de le pousser un tout petit peu, de faire un pas de côté, pour voir la marge dans laquelle on va pouvoir glisser. La marge de l'architecte. Absolument. On va pouvoir glisser d'autres façons de vivre la ville. Donc concrètement, j'appelle la ville infrastructure, c'est mon diagnostic, mais c'est de dire, voilà, on va essayer de faire décoïncider l'infrastructure de la ville pour, dans ce décalage, voir réapparaître la cité. Et je prends une fois encore l'exemple du confinement, je ne sais pas comment on l'a vécu à Montpellier, mais dans une ville très dense comme Paris, où les gens n'ont pas de jardin, où les gens n'ont pas de balcon, etc. Ce confinement a provoqué cette décoïncidence. Combien vont dire, nous on n'avait pas de jardin, mais finalement la cour de l'immeuble qui n'avait jamais servi est devenue un endroit, parce qu'il faisait beau, vous savez, pendant le confinement, il devenait un endroit où on a mis des tables, des chaises, etc. Les gens m'ont dit, tiens, on a fait le tour du quartier à pied, vous en parlez, on ne le faisait jamais. Dans tel immeuble, des copains disaient, quelqu'un qui était parti à la campagne a laissé son appartement en libre service pour que les gens de l'immeuble, à tour de rôle, puissent y venir télétravailler. Ça, c'est vraiment de cet ordre du décalage et du possible. L'exemple que je citais tout à l'heure sur la climatisation dans les bâtiments qu'on fait, qui n'exclut pas la ventilation naturelle, ça, c'est quelque chose de possible. Donc, effectivement, je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas à l'idée de détechnicisation, c'est-à-dire que on nous dit qu'il y a 50% de gens qui vivent dans des villes, donc ça fait quand même 3 milliards et demi de personnes. Et 70% peut-être dans 30 ans. Et 70% peut-être dans 30 ans. Alors les chiffres, après c'est très difficile, parce que où est-ce qu'on arrête la ville, mais bon, les estimations de l'emprise des villes sur les terrains habitables, sur la terre habitable, c'est entre 3 et 5%. C'est-à-dire que la ville permet à 50% actuelle de la population de la planète à vivre sur 3 ou 5% du territoire. Si on en revient à une espèce de campagne infinie, ça veut dire qu'on va miter toute la planète. Donc la ville est nécessaire,
Pour faire fonctionner des villes de 1 million, 2 millions d'habitants et plus, il faut de la technique, mais effectivement, il faut essayer de réconcilier cette technique, et pour en revenir à ce que je disais, il ne faut plus que la technique soit la maîtresse du projet urbain, mais il faut que le projet urbain soit défini, c'est pour ça que je parle de concertation, soit mieux défini, soit ouvert à ces questions climatiques, soit ouvert à ces questions de corps dans la ville, et qu'à partir de là, la technique soit réquisitionnée pour, au service de cette vision urbaine. C'est vraiment là le décalage que je souhaite. Ouvrir une brèche en quelque sorte. Ouvrir une brèche, d'autres parlent d'une fracture en disant dans tous les systèmes parfaits, néanmoins, il y a toujours une petite fracture, et c'est sur cette fracture qu'il faut travailler pour qu'elle devienne un tout petit peu plus large et qu'on puisse y glisser des nouvelles idées. Très bien. On va parler d'un autre sujet. Vous parlez souvent, alors ça peut être étonnant finalement avec un titre comme La ville machine, vous parlez souvent du vivant, qui est un terme finalement qui renvoie plus à l'écologie et à la biodiversité de manière générale. Vous l'employez beaucoup. Mais vous dites aussi que la technique et le vivant doivent être compris finalement dans une certaine forme de symbiose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans de quasi science-fiction? C'est-à-dire, si la technique et le vivant doivent faire symbiose, finalement, est-ce que c'est pas l'avènement de la machine pensante, de l'IA, etc. Est-ce que ça ouvre pas la porte aussi à tout ce qu'on est en train de voir? C'est peut-être aller un petit peu loin, mais l'intelligence artificielle, le métaverse, etc. Tout ce qu'on voit poindre finalement et qui, petit à petit, nous sépare un petit peu aussi du vivant. Vous prenez une forme de symbiose. Alors, quel type de symbiose? Je dis la technique est le prolongement du vivant, en ce sens que, si on remonte vraiment très loin, finalement la définition de l'Homo sapiens, dont nous sommes les héritiers, c'est au moment où il commence à transformer, à avoir des outils et à transformer. Donc je voulais dire par là qu'il faut se méfier d'une espèce de dialectique de création en disant nous on est là et la technique ça serait quelque chose en face de nous, sur lequel on pourrait opérer comme ça, alors que, en fait, c'est consubstantiel avec l'état d'homme tel que l'on est, puisque tout s'est fait par la technique. Alors, à un moment donné, comme je le dis, ça devient oppressant, mais pendant très longtemps, ce n'était que le prolongement naturel des activités et de l'émancipation de l'homme, une fois encore, par rapport à la nature. Le vivant et la biodiversité, c'est très intéressant parce qu'on constate, là aussi, c'est un constat, il n'y avait pas forcément de raison de cause à effet, on constate que cette ville-machine, elle a exclu toute une autre dimension, c'est-à-dire elle n'a considéré que les habitants humains et que petit à petit, elle a exclu toutes les autres formes de vivants. Et que là aussi les gens réclament à nouveau ce voisinage. Là, ça fait partie de quelque chose qui est en nous. On a réclamé de la nature sous forme de nature, de flore et de jardin, mais maintenant on se dit, mais si ce sont des jardins qui sont vides, eh bien l'intérêt est faible par rapport à des jardins qui redeviennent habités. Et ça aussi, le confinement dans beaucoup de villes du monde a montré que c'était assez facile. Très vite, les oiseaux revenaient, les poissons revenaient dans les rivières urbaines, etc. Donc je crois que le rapport à la technique, il doit s'organiser aussi avec tous les vivants, flore et faune, et pas uniquement avec le réfrigérateur et le confort des humains. Je vais même aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a vraiment une phrase, alors là c'est un petit peu personnel, mais j'aimerais bien que vous m'en disiez plus un petit peu là-dessus. Moi, celle qui m'a le plus étonné dans le livre, elle est métaphysique, elle est mystérieuse. Vous dites, la technique n'est pas en dehors du vivant, elle en est la création et le prolongement. Alors ça pourrait être tiré d'un livre de science-fiction. Ça m'a étonné. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre éclairage là-dessus. Ben, c'est-à-dire que je dirais que de la même façon qu'on est condamné à penser, à nous penser nous-mêmes à partir de notre propre esprit, un vaste sujet philosophique effectivement, je crois qu'on est condamné à penser notre action sur le monde toujours avec, en ayant à l'esprit que l'interface,
ça reste la technique. Après, il y a des philosophes qui ont étendu le mot technique à beaucoup aux administrations, aux gouvernances, etc. Mais moi, dans le propos de mon livre qui se limite à la ville, on ne peut pas penser la ville autrement qu'avec cette interface technique. Donc, quelque part, une fois encore, on est obligé de repenser notre relation à la technique, non pas du dehors, mais toujours au travers de la technique elle-même. Et là, je voudrais citer Michel Serres, qui m'a beaucoup influencé, puisqu'il a sorti un livre il y a 20, 30 ans, enfin en tout cas au moins 20 ans, Le contrat naturel, qui a fait beaucoup, en disant, on fait partie de la nature, on a eu le contrat social au temps des Lumières qui organisait les relations des hommes entre eux pour faire société. Aujourd'hui, il est temps de faire un contrat avec la nature pour que la nature soit un objet d'un contrat, disons, constitutionnel ou juridique. Et puis je me dis, maintenant, il faut faire encore un autre contrat. C'est que comme la technique, c'est vraiment un écosystème en soi, qui, comme vous l'avez dit, je le dis, fait partie de nous-mêmes, il faut organiser un contrat avec la technique, entre les sociétés et la technique, et donc ça devient triangulaire entre nature, technique et société. Très bien. Alors, pour finir, une question qui va être un petit peu plus globale, puisque vous finissez votre livre sur la notion de contrat. Contrat, c'est quand même un acte fort, passé entre différents acteurs. Et là, en l'occurrence, selon vous, comment les architectes peuvent-ils impacter sur ces questions environnementales, sociétales, et in fine, finalement, la question, parce que à l'heure où on a l'impression quand même que les architectes sont un petit peu écartés du débat public, ou alors s'écartent du débat public aussi, peut-être, sont trop occupés. Des fois, on peut être trop occupé finalement à tenir son agence, à faire des bâtiments qui valent le coup, à tenir les contraintes qui sont de plus en plus fortes, avec une diversité aussi de tâches qui ne cessent de s'accroître. Comment les architectes peuvent-ils à nouveau prendre la place dans le débat public? Un petit peu comme d'ailleurs ce qu'on fait en ce moment. On n'a quasiment pas parlé de votre architecture. On a parlé de la ville, Quels peuvent être les engagements futurs des architectes? Comment vous voyez l'architecte qui s'engage pour la ville, maintenant et dans le futur? Oui, vous avez raison, c'est de faire un pas de côté. Alors, il y a d'autres sujets que la technique. En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, vous avez tout à fait raison, on n'a pas parlé de forme, on n'a pas parlé de beauté, on n'a pas parlé d'esthétique, etc. Mais de dire, tiens, un architecte urbaniste peut avoir un point de vue sur la technique. Je crois que ça, c'est hyper important, parce que nous sommes en position d'être des recruteurs de technique. On est des ensembliers. C'est ce qu'ont fait les architectes à la fin du 19e siècle. Je citais tout à l'heure toutes ces inventions incroyables, et les architectes américains, en l'occurrence, et surtout à Chicago, ont eu cette intuition en disant, si je prends la structure acier, plus l'ampoule électrique, plus le téléphone, plus après la climatisation, l'ascenseur, etc., j'invente le gratte-ciel. Ils sont vraiment partis, ça je me suis vraiment penché sur la question, j'ai vraiment étudié cette période, quand on regarde leurs textes, etc., ils n'étaient pas là en train de dire le gratte-ciel va être beau, le gratte-ciel va être grand, etc. Ils sont vraiment joué le rôle d'innovateurs en formalisant des assemblages de techniques qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je suis sûr que là, il y a un angle. C'est-à-dire, vous avez cité le digital, il faut bien l'utiliser. On parle aujourd'hui de nouveaux matériaux, de matériaux biosourcés, enfin, il y a beaucoup d'innovations qui mobilisent la technique, mais de façon différente. Il y a certainement, pour les architectes, une place à prendre d'assembler ce nouveau écosystème technique, non pas en disant je prends les bâtiments comme on les fait actuellement et je remplace le béton par je ne sais quoi, etc. Mais quelle peut être la nouvelle organisation de la ville et des bâtiments avec ces nouvelles techniques? Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et comme je le disais tout à l'heure quand vous me demandiez de citer un exemple, on voit des exemples, une fois encore, à la petite échelle, qui sont fantastiques, parce que c'est des prototypes, mais il reste à inventer comment on peut se confronter à la question de la grande ville et inventer ça. Et si on fait ça, je pense qu'on va revenir dans le débat. Alors il n'y a pas de ça, on a parlé tout à l'heure de l'espace public,
de la nouvelle définition de l'espace public. Je pense que là aussi, il y a un vrai enjeu. Il y a plein d'enjeux à côté de la forme, où les architectes peuvent se mobiliser et effectivement faire partie du débat public. C'était très frappant de voir que sur la crise sanitaire, on a eu des tas de spécialistes beaucoup plus abscons que les architectes, des statisticiens, des virologues, etc., qui étaient convoqués, et très peu de gens qui parlaient de l'impact sur la ville et l'architecture. Et peut-être une dernière question, parce que j'ai souvent l'impression que vous oscillez entre les deux. À l'heure finalement du changement climatique, des rapports alarmants, on nous parle aussi beaucoup des personnalités, notamment Jean-Marc Jancovici, de la décroissance. Et vous, dans votre livre, à un moment vous parlez de la marche. Beaucoup de décroissants parlent de la marche. Mais à un moment vous parlez de la technique aussi. Donc finalement, on n'a pas trop, on ne sait pas trop sur quel pied danser finalement. Quel est votre, c'est-à-dire dans l'avenir, est-ce que finalement la ville, le monde, doit être forcément décroissant pour continuer à subsister, ou est-ce que dans la croissance, on peut arriver à sortir son épingle du jeu? Ça transparaît pas vraiment dans votre livre. On ne sait pas finalement si vous êtes plutôt du côté de la croissance ou du côté de la décroissance, ou peut-être, comme vous allez peut-être nous expliquer, dans un entre-deux que vous avez fabriqué. La croissance, c'est une question qui me dépasse parce que ça va bien au-delà de l'architecture. C'est vraiment une vision du système économique, du système économique global. Donc, non, moi je ne crois pas à une décroissance, en tout cas une fois encore, à une décroissance de la performance technique en raison des besoins formidables de la démocratie. Je crois que le grand non-dit de tous ces débats, pardon, de la démocratie, de la démographie, excusez-moi, je pense que le grand non-dit de ces débats, c'est un sujet tabou et on le comprend bien, c'est la démographie. Il y a peu de gens qui disent, enfin les gens disent on est trop nombreux, on va le dire comme ça entre nous, mais il y a peu de gens qui théorisent le fait que nous sommes trop nombreux, parce que tout de suite on va leur dire, mais alors vous préconisez quoi? Donc comment on fait? Mais le vrai sujet pour moi, c'est la démographie. Il faut se rendre compte qu'on est en 1850, on est 1 milliard. C'est que quand je suis né, on est, il y a 60 ans, on est, je crois, 3 milliards et demi. Enfin, c'est ce que je reproche à la décroissance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la décroissance et avoir une démographie qui explose. On nous dit aujourd'hui, on s'est toujours trompé, mais bon, il faut toujours se projeter quand même, on nous dit que ça va plafonner à 9 milliards. Donc tant qu'on est dans cette idée de croissance démographique, on est bien obligé de fournir le support, les villes, l'infrastructure, on est obligé de voilà. Moi, ce que je prône, c'est de dire, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est obligé d'être dans une technique oppressante, qu'on est obligé d'être une aliénation de l'accélération, qu'on est obligé d'être l'envahissement des objets, etc. Ou qu'on est obligé d'entendre un président français nous dire, si vous êtes contre la 5G, vous êtes pour la lampe à huile. Voilà, ça c'est ce genre d'opposition basique qui empêche toute nuance de la technique, c'est-à-dire une technologie de pointe mais démultipliée à petite échelle, c'est pas la même chose qu'une technologie imposée sur la grande échelle. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de fragmenter la production. On pourrait imaginer qu'elles peuvent fragmenter les bureaux, les espaces de bureaux, de dire aujourd'hui on va faire des immeubles de bureaux plus petits, etc., plus près des gens. Bon. Donc je crois qu'il y a d'autres solutions, mais qui passent quand même toujours par une idée d'innovation. Et ce qui me gêne dans l'idée de décroissance, mais je ne connais pas forcément tous les thèmes de la décroissance, c'est cette idée de repli, alors qu'on est dans un monde qui est quand même pour l'instant, lui, toujours en croissance démographique. Et Jacques Ferrier, c'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous sur des sujets aussi transversaux. Et j'espère que ça a été un plaisir partagé pour l'ensemble d'entre vous. Merci beaucoup, Jacques Ferrier. Merci.